Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Direct, votre fenêtre sur les grands débats, sur les grands événements qui ont émaillé, que ce soit la scène régionale, internationale, quand même la scène nationale. Aujourd'hui, dans cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur les derniers développements qui sont survenus sur la scène régionale du Proche-Orient. Et la conséquence de cette guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, mais aussi quel sera donc après cette guerre le destin des Palestiniens. C'est ce qu'on va savoir durant cette édition à travers les analyses de notre invité de marque, M. Raouf Gaafar, notre expert dans le domaine politique et économique. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nantes International. Merci, bonsoir. Pour être avec nous au studio de Nantes International. Merci, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et pour commencer, tout de suite, nous allons jeter plus de lumière sur cette nouvelle. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui, dans la nouvelle ville de l'Alami, le nouveau chef des autorités judiciaires qui ont prêté serment devant le chef de l'État. Il s'agit du conseiller Assem Abdel Latif al-Saïd Abdel Fattah, qui a prêté serment en tant que président de la Cour de cassation, le conseiller Osama Youssef Chalabi Youssef en tant que président du Conseil d'État, le conseiller Hussein Makour Mohamed Abdel Fattah en tant que président de l'autorité de contentieux de l'État, le conseiller Mohamed Ahmad Khalil Hafiz Khalil en tant que président de l'autorité du parquet administratif. En fait, à la suite de la prestation de serment, le président Sisi a également décerné l'ordre de la République de la première classe au conseiller Hosni Hassan Abdelatif Abouzeid, ancien président de la Cour de cassation, au conseiller Ahmed Abdelhamid Hassan Aboud, ancien président du Conseil d'État, au conseiller à Abdelrazak Mahmoud Chouaib, ancien président de l'autorité des contentieux de l'État, et au conseiller à Abdelradi Ahmed Sidir Sulayman, ancien président de l'autorité du parquet administratif. À la suite, en fait, toujours de cette prestation de serment, le président Sisi s'est réuni avec les nouveaux chefs des autorités judiciaires. Il a souligné l'importance majeure, ou plutôt l'importance majeure, de continuer à consolider l'État de droit qui place la justice et l'égalité à la tête de ses priorités dans le cadre de la nouvelle République. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères a reçu ce dimanche 29 juin l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient, M. Christophe Bigot. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que le ministre Abdelhati avait présenté les efforts déployés par l'Égypte en coopération avec le Qatar et les États-Unis pour parvenir à cesser le feu dans la bande de Gaza, procéder à un échange d'otages et de prisonniers et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire vers le territoire. Il a souligné la gravité de la situation humanitaire actuelle à Gaza face aux entraves continues imposées par Israël à l'entrée de l'aide. Le chef de la diplomatie a exprimé le souhait que l'Égypte accueille une conférence sur le relèvement précoce et la reconstruction de Gaza dès qu'un accord de cessez-le-feu sera conclu, insistant sur la nécessité de mettre un terme à l'agression israélienne contre le peuple palestinien, réaffirmant la position ferme de l'Égypte contre toute tentative de déplacement forcé des Palestiniens. Le ministre a également abordé des évolutions préoccupantes en Cisjordanie, mettant en garde contre la poursuite des opérations militaires israéliennes dans les villes et les villages palestiniens, ainsi que contre les attaques répétées et flagrantes des colons israéliens contre les civils palestiniens. Le ministre Abdelhati a exprimé son espoir quant à la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la résolution pacifique de la question palestinienne sous présidence conjointe de la France et de l'Arabie Saoudite. Il a souligné l'importance de renforcer la dynamique de reconnaissance internationale de l'État palestinien sur la base des frontières de 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, considérant cette solution comme la seule voie vers une paix, une sécurité et une stabilité durable dans la région. Donc avant d'entamer notre discussion avec le docteur Raouf Gaafar, j'aimerais bien sûr vous proposer ce reportage qui va jeter plus de lumière sur la position égyptienne qui a condamné les attaques des colons israéliens en Cisjordanie. Les explications tout de suite. Dans un communiqué publié samedi 28 juin, l'Égypte a fermement condamné les attaques récurrentes perpétrées par des colons israéliens contre les civils innocents en Cisjordanie.
Le communiqué a vertement dénoncé une attaque israélienne en Cisjordanie occupée mercredi 25 juin dans lequel 3 civils ont été tués et 8 autres blessés lors d'un raid mené par des colons juifs contre le village de Kafr Malik situé à 17 km nord-est de Ramallah. Venue sur place, l'armée israélienne a tiré. D'après le ministère palestinien de la Santé, depuis le 7 octobre 2023, au moins 941 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée par des colons israéliens qui, protégés par l'armée, redoublent de violence. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a dénoncé les attaques des extrémistes juifs contre les villages palestiniens qui constituent une violation flagrante du droit international et de la Convention de Genève et qui compromettent tous les efforts visant à instaurer la sécurité, la paix et la stabilité dans la région. L'Égypte a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures pour mettre fin à ces violences et à assumer sa responsabilité face à l'injustice continue subie par le peuple palestinien sous occupation. Le communiqué a fustigé l'installation des colonies israéliennes dans les territoires arabes occupés, les qualifiant d'illégales et de freins substantiels à un règlement juste et global de la question palestinienne. Le communiqué a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte au peuple palestinien et sa lutte pour établir un État indépendant selon les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Israël a annoncé jeudi 29 mai la création de 22 nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée. Une décision qui a tendu un peu plus ses relations avec une bonne partie de la communauté internationale mise à mal par sa conduite de guerre à Gaza. La colonisation israélienne est régulièrement dénoncée par l'ONU comme illégale au regard du droit international et comme un des principaux obstacles à une solution de paix durable entre Israéliens et Palestiniens, en ce qu'elle empêche la création d'un État palestinien viable. Donc, Dr Raouf Ghaffar, en tant qu'un observateur, et dans au moins 24 heures, l'Égypte va célébrer la révolution de 30 juin 2013, va commémorer quand même cette révolution après 12 ans, ou presque 12 ans. Donc, ma question, à quel point vous trouvez que cette révolution populaire soutenue par l'armée égyptienne était une fois de plus une confirmation de la part du peuple égyptien, de la part de l'État égyptien, à l'égard de la position historique, officielle, toujours éternelle de l'Égypte vis-à-vis du droit légitime, historique des Palestiniens et à leur État indépendant qui doit être érigé et construit sur les frontières de 1964, 1967, pardon. Certainement. La révolution du 30 juin a reconfirmé, comme vous venez de dire, je veux appeler ça l'identité de l'Égypte, parce que M. Morsi et ses frères avaient une conviction totalement... Morsi, c'était l'ex-président certainement, des frères musulmans. Et il avait en tête, il voulait éliminer frontières sous prétexte que nous sommes tous un seul pays, nous sommes tous des confrères. Et que avec les Palestiniens. Avec les Palestiniens d'un côté, peut-être avec... les Libyens de l'autre, c'est-à-dire, il voulait dire que nous sommes tous, nous faisons partie d'un monde islamique, nous sommes tous des frères et qu'il ne doit pas y avoir des limites entre les pays, des frontières entre les pays, et il n'avait pas d'inconvénient de répatrier les Palestiniens au Sinaï, etc., etc. Donc, ce qui est complètement contraire aux lois et à la géographie et à l'histoire. Ouais. Même entre les frères, absolument. Les frères paternels, maternels, il y a toujours des droits et des responsabilités et des limites. Absolument.
tu peux vivre avec tes frères dans le même immeuble, mais tu as ton appartement fermé avec ta famille et tu tapes à la porte de ton frère si jamais tu veux le visiter. C'est normal. Avec eux, il n'y avait pas ça. Donc, on doit souligner que c'était une chose très importante. Et d'ailleurs, la souveraineté de chaque pays doit être complètement conservée. Donc il y avait des, si je peux dire, appels, rappels et des choses aggravées dans les mémoires de tout le monde. Absolument, absolument. De la part de l'État égyptien, de la part du peuple égyptien, de la part de l'armée égyptienne vis-à-vis des droits des Palestiniens pendant la révolution de 30 juin 2013. D'ailleurs, nous avons reconnu ce droit depuis de longues années. Et quels sont ces droits? C'est-à-dire un peuple a le droit de vivre dans son propre territoire avec des lignes frontières, je veux dire, mais qui sont très bien conservées et que si jamais il y a un ennemi qui a gagné un terrain à cause d'une guerre ou une bataille, ça doit redevenir le pays essentiel. C'est-à-dire, on retourne le terrain qui a été occupé et chaque peuple, chaque pays a le droit. D'ailleurs, c'est la loi internationale, ce n'est pas une invention. Il a le droit de vivre dans son propre territoire sans qu'aucun autre pays peut approcher. Et on a toujours donc il ne faut pas déplacer les Palestiniens hors de leur territoire. Non, non. Mais aussi, il ne faut pas régler les problèmes créés par l'occupation israélienne sur le compte des autres pays. Et même si l'occupation israélienne et l'armée de l'occupation israélienne a fait des extensions et a fait, si je peux dire, un point ou un autre, un changement au niveau régional, l'Égypte s'attache toujours à dire l'occupation israélienne, tu as des responsabilités devant les Palestiniens et les territoires palestiniens que vous êtes toujours responsable d'eux. Absolument. D'ailleurs, nous n'avons pas vécu, mais au moins lu et connu. Ça arrive dans toutes les guerres. La Seconde Guerre mondiale, il y avait l'Allemagne qui a envahi l'Europe. Et c'était un territoire occupé. Et elle a demeuré là-bas pour des années. Et puis, une fois que c'est terminé, bon, on reste à table, on négocie, et chacun rentre chez lui, et chaque pays conserve tous ses droits. Que ça prenne 1 an, 10 ans, 50 ans, 100 ans, mais occupation, c'est un résultat d'une guerre, et la guerre doit se terminer d'une manière politique. Alors, ça a duré du temps. L'essentiel, c'est que on est toujours là, on soutient les droits des Palestiniens à avoir leur propre territoire et, comme vous l'avez dit, ne pas se déplacer, que ça prenne 10 ans, 100 ans. Donc la loi de la force ne va pas s'appliquer sur l'État, même s'il y a des faits accomplis imposés par Israël. Non. Et même dans les temps des surenchères de ce qu'on appelle l'axe de résistance, ou les axes qui sont appuyés par l'Iran, il y a toujours cette position égyptienne. Il faut arriver à la négociation, il faut s'attacher à la table des négociations. Il ne faut pas dire que la loi de la force, non, c'est la loi qui va... Absolument. C'est-à-dire, La Fontaine a dit la raison du plus fort est toujours la meilleure, mais ça c'est dans les fables. Mais sur Terre, non. Qu'il y ait un pays gagnant un jour et l'autre perdant le même jour, ça ne veut pas dire que ce nouveau fait accompli continue. Ça doit s'arrêter un de ces jours et on doit
avoir référence à la politique. D'ailleurs, on a fait ça. On a donné l'exemple avec Israël quand on a réussi dans la guerre de 73 avec notre victoire. On pouvait continuer, mais l'idée c'est on reste, on négocie et chacun prend son droit. Alors c'était la position de l'Égypte étant le plus grand pays arabe sur le plan historique, sur le plan population, sur le plan géographique. Nous étions toujours les grands frères, les frères aînés de tout le monde arabe. Et quand même, l'Égypte, comme nous venons de proposer un reportage, l'Égypte s'oppose toujours à toute extension de la colonisation au sein de la Cisjordanie de la part de l'occupation israélienne. Absolument. Cisjordanie, Gaza, etc. sont tous des territoires qui appartiennent à un peuple qui existe, qui vit. Donc inutile de les éliminer, de les effacer. Ils existent, ils doivent continuer. Et que ce soit des atrocités ici, des occupations là, à la fin du compte, la paix va régner, négociations vont prendre lieu et chacun va se contenir dans ses propres frontières. Oui. En fait, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Badr Abdelghati, a déclaré que l'Égypte intensifiait ses efforts pour parvenir à un accord de cessez-le-feu rapide à Gaza, soulignant ainsi l'urgence de mettre fin à l'effusion de sang parmi les civils palestiniens. Les explications tout de suite avec Dalia Karam. Le président Abdel Fattah al-Sisi a appelé à des mesures immédiates vers un cessez-le-feu global à Gaza et à l'accélération de l'aide humanitaire aux Palestiniens lors d'un appel téléphonique jeudi avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, selon un communiqué de la présidence égyptienne. Le président a jugé impératif d'adopter des mesures concrètes pour mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza et faire face à la catastrophe humanitaire qui s'aggrave dans la bande de Gaza. Les deux parties ont souligné l'importance d'éviter l'escalade militaire afin de préserver la stabilité régionale, de protéger les ressources et la vie des populations de la région et d'empêcher une nouvelle expansion du conflit. Le président al-Sisi a réaffirmé la position constante de l'Égypte qui appelle à une solution durable, ce qui nécessite un retrait israélien complet des territoires palestiniens occupés et la création d'un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Il a également exhorté la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques et morales en recherchant une solution juste et globale fondée sur la légitimité et le droit internationaux. De son côté, le Premier ministre britannique a salué les efforts incessants de l'Égypte pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient et a affirmé l'intérêt du Royaume-Uni à maintenir une coordination et une consultation étroite avec le Caire sur les questions régionales d'intérêt commun. Donc, à la lumière de ce qui s'est passé pendant les 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran, est-ce que c'est faisable qu'on voit un jour que Donald Trump va intervenir et dire stopper la guerre à Gaza, fin d'agression israélienne comme il l'a fait pendant cette guerre, fin des hostilités entre Israël et l'Iran? Est-ce que c'est faisable que nous pouvons arriver à un cessez-le-feu? Si M. Trump a la même volonté, oui, il peut arrêter ça avec un coup de fil. 56 000 Palestiniens sont morts. Voilà. Plus de 150 000 sont blessés. Presque plus de 60% sont des femmes et des enfants. Absolument. Donc, quand les États-Unis vont avoir la main volonté pour stopper la guerre, diffusion des armes. Franchement, il peut donner ses ordres, si je peux dire.
dans 5 minutes. Moi, je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas ça. Il a fait ça je ne discute pas maintenant qu'est-ce qui est arrivé avec l'Iran, etc. Mais en principe, on a cessé le feu d'un coup. Il pouvait faire ça avant ça, mais il peut le faire toujours. Surtout qu'il n'y a rien à détruire. C'est-à-dire Israël, malheureusement, a détruit tout ce qui est possible, tout ce qui peut être détruit. Alors maintenant, ils détruisent ce qu'ils ont déjà détruit avant ça. C'est une charade. Je pense que, et ça c'est ma propre opinion, que d'ici peut-être quelques jours, M. Trump va prendre la décision et va la transmettre au Premier ministre israélien d'arrêter tout ce qui arrive et surtout respecter la trêve. Ce n'est pas une affaire de cesser le feu, c'est une affaire de respecter Israël. Et Trump était intervenu pour dire qu'il faut bloquer ou il ne faut pas quand même juger Benjamin Netanyahu pour corruption au sein d'Israël. Il y avait des réactions contre cette déclaration faite par Trump. Est-ce que c'est vraiment sa prolongation de la guerre, cette extension sur le terrain, l'une des raisons derrière ça, c'est le destin amer qui attend Benjamin Netanyahu? C'est la seule raison, à mon avis. C'est la seule raison? C'est absolument. Si jamais il n'avait pas la prison qui le menace, le lendemain où il arrête cette guerre, il aurait arrêté depuis 1 an, 2 ans. Mais il sait que son avenir est noir et sombre. C'est pour ça qu'il continue. Parce que, mais je ne sais pas comment il pense, parce que l'économie d'Israël est affectée sérieusement. Et même s'il compte sur des aides ou des coups de main américains, parce que apparemment c'est le seul pays maintenant dans tout le monde qui aide. Mais plutôt, M. Raouf Ghafar, il y a toujours des déclarations retentissantes de la part des pays européens notamment, et de la part d'autres pays, contre Israël, mais sur la table et sur le terrain, on trouve qu'il y a toujours c'est presque 90% un soutien apporté à Israël, à l'occupation israélienne, face à ce qui se passe contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ils n'ont pas la force. Qu'ils disent ce que bon leur semble, mais ils n'ont pas un poids pour imposer ce qu'ils pensent. Mais on trouve que les Occidentaux, par exemple, ont préparé les guerriers, ont préparé les avions de guerre, ont préparé les grands navires de guerre contre la Russie, contre l'Iran. Mais ce n'est pas la même chose contre Israël, c'est plutôt le contraire. Oui, certainement. Parce qu'ils savent que le peuple... Encore une fois, ce qui est arrivé entre Israël et Iran, c'était voilà, chaque côté avait ses raisons. Israël avait peut-être peur du dossier atomique nucléaire, je pense, je veux dire iranien. C'est pour ça qu'ils ont essayé de détruire les installations, etc. En ce qui concerne ce dossier en Iran. Et M. Trump, il a bombardé 2 ou 3 installations. Il a dit voilà, maintenant on a remis ce dossier pour quelques années. Et on reste et on négocie et on aboutit à une solution, etc. etc. Oui. Mais sur le plan Gaza, il n'y a pas à comparer. C'est-à-dire, l'Iran, c'est un grand pays, c'est un pays qui a une longue histoire. Mais quand on parle de Gaza, ils sont vraiment
pauvres vis-à-vis d'Israël. Ils n'ont pas les moyens de se défendre. Et alors c'est pour ça que on commence à, pas maintenant, mais il y a quelque temps, la sympathie de tout le monde se dirige maintenant vers les Palestiniens pour essayer de rétablir cette région et la reconstruire de manière à ce que... Donc, d'après votre analyse, on vient de proposer une nouvelle concernant les entretiens entre le ministre égyptien des Affaires étrangères et l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient. Et les deux responsables, au cours de leur entretien, M. Abdelati, qu'en fait, a exprimé son espoir qu'à la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la résolution pacifique de la question palestinienne sous la présidence conjointe de la France et de l'Arabie saoudite. Est-ce que, d'après vous, votre vision et prévision sur le terrain, le terrain est pavé vers le fait d'arriver à une solution, vers le fait d'arriver à une solution pacifique concernant deux États palestiniens et israéliens qui vont vivre côte à côte? Ça encore, c'est une question que moi, je ne peux pas comprendre. Parce que la position d'Israël, en refusant catégoriquement avoir deux pays, et ils veulent absolument que ce soit un seul pays, je ne peux pas comprendre. Parce que sur le plan historique, ça ne peut pas marcher. Alors, à mon opinion, ça c'est un prétexte. Peut-être pour prolonger la guerre, peut-être pour continuer ce conflit, mais on a... D'ailleurs, nous exerçons des pressions depuis... dès que ça a commencé. Et je pense que les cartes sont dans les mains de M. Trump, dans l'Amérique, mais... et c'est lui qui peut. Est-ce que nous pouvons dire que c'est le ton de prospérité, de force, de force flagrante, c'est le ton d'impunité pour Israël, parce que sur le terrain, on trouve qu'Israël fait des extensions de colonisation, d'occupation au niveau régional, en Syrie, et au Liban. Il y a toujours des attaques contre l'Iran après le dernier bombardement des installations nucléaires là-bas. Est-ce que nous pouvons dire que non, c'est le temps de changer le Proche-Orient aux yeux des Israéliens et des Américains? Américains, je ne pense pas, mais pour les Israéliens, c'est un grand rêve d'avoir un pays étendu. Je ne sais pas d'où à où, ce qui ne va jamais arriver, mais c'est bien de rêver. Mais en principe, ça ne peut pas prendre lieu au XXIe siècle, bien que les Nations Unies n'ont pas maintenant presque pas de poids dans toutes les crises et dans tous les problèmes qu'ils interviennent. Mais, encore une fois, ça c'est un rêve israélien. Mais pourquoi ce n'est pas réalisé. Pourquoi ce n'est pas une volonté américaine si on va jeter la lumière quand même sur ce qui s'est passé après le 7 octobre 2023, on va trouver que l'Iran est presque exclu ou son rôle a été limité sur le plan régional. La Russie et l'influence de la Russie a été presque nulle sur le plan régional et de plus en plus on trouve que les Américains appliquent jusqu'à un certain point ce qu'on appelle leading from behind ou commander de l'arrière. Oui. Son fer de lance, c'est Israël. Et les États-Unis ne s'engagent pas directement sur le terrain, sauf sur dernière frappe consacrée aux installations nucléaires. Et certains disent que ce ne sont que
des frappes télévisées? À mon opinion, oui. Et je pense que tous les matériaux nucléaires ont été transportés quelque part. Et parce que si jamais il y a une dissipation ou il y a quelque chose qui ne va pas avec les radiations, etc., ça devient un problème global. Ça n'affecte pas le pays, mais ça affecte au moins tous les pays de la région. Donc c'est presque impossible d'arriver à cette limite. Mais en principe, on peut penser que, oui, sous prétexte de la protection d'Israël, la sécurisation d'Israël, la paix pour Israël, on a essayé de transformer un peu les pays de voisinage avec Israël et on a réussi, malheureusement, excepté pour un ou deux pays qui se sont bien défendus. Donc ça, c'est une idée qui existe. Avec l'Iran, c'est un peu différent. Ils veulent diminuer un peu l'influence que l'Iran a sur, on sait, quelques pays. Mais c'est-à-dire, pour changer la géographie, c'est une chose très, très, très difficile. Oui. Et sur une base ethnique ou sur une base, je ne sais pas comment l'appeler, ça ne peut pas arriver. Oui. Donc, comme je viens de dire, à mon opinion, je reviens à ce que je disais il y a quelques instants, tout ce qui arrive, maintenant, la prolongation de cette guerre, surtout avec les Palestiniens, c'est parce que M. Netanyahou, il ne pense qu'à lui-même, il ne pense que sa propre sécurité est à venir. C'est pour ça que M. Trump a demandé un pardon pour qu'il puisse justifier l'arrêt de cette guerre. Et comme ça, M. Netanyahou n'a rien à perdre. Sinon, il va perdre tout. Oui. On va jeter la lumière une autre fois sur les efforts acharnés de l'Égypte afin de stopper cette guerre injuste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. En fait, on trouve que jeudi, M. le Président Abdel Fattah el-Sisi a jugé impératif d'adopter des mesures concrètes pour mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza et pour faire face également à la catastrophe humanitaire qui s'aggrave dans la bande de Gaza. Le président s'est exprimé lors d'un appel téléphonique jeudi avec le Premier ministre britannique Keir Starmer. Les explications tout de suite. L'Égypte travaille activement pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza pour mettre fin au bain de sang des Palestiniens innocents. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens Badr Abdelghati a tenu ses propos lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec son homologue autrichienne Betty Menel Reisenger. Abdelghati a déclaré que le nombre de Palestiniens tués avait dépassé les 56 000, dont environ 70% de femmes et des enfants. Il a déploré ces massacres qui sont devenus insensés et les atrocités ainsi que les exactions commises quotidiennement au vu et au sud de la communauté internationale sans aucune action concrète pour les stopper. Il a appelé à un rôle plus actif des États-Unis, affirmant que les efforts trilatéraux de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis se sont récemment intensifiés dans l'espoir de poursuivre la dynamique générée par le cessez-le-feu dans le dossier iranien et de recentrer l'attention sur Gaza. Abdelghati a souligné l'engagement de l'Égypte à mettre fin à la catastrophe humanitaire dans l'enclave palestinienne, notamment en s'attaquant au recours à la famine en tant que forme de punition collective. Il a exprimé l'espoir que l'effort diplomatique actuel mènerait à un cessez-le-feu immédiat, ouvrant la voie à l'organisation par l'Égypte d'une conférence internationale sur la reconstruction de Gaza, à la lumière du plan arabo-islamique qui prévoit de reconstruire la bande de Gaza détruite par 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas, sans déplacer ses 2,4 millions d'habitants.
qui ont fait un reportage sur les efforts de l'Égypte déployés au niveau diplomatique de la part du ministre égyptien des Affaires étrangères avec les différents ministres des Affaires étrangères, notamment au niveau européen. Donc, au niveau présidentiel, on trouve que le président était intervenu jeudi, comme je viens de dire il y a quelques minutes, avec le Premier ministre britannique Starmer pour arriver à avoir des mesures concrètes pour mettre fin à cette guerre contre la bande de Gaza. Quelles sont les mesures concrètes à votre yeux? Bon, je répète, sans l'Amérique, il n'y a pas de mesures concrètes. Donc le Royaume-Uni ne peut faire rien. Voilà, il y a des relations certainement très spéciales entre les États-Unis et l'Angleterre. Peut-être M. Starmer va un peu demander poliment, c'est important, à M. Trump de faire quelque chose. Mais sur le plan poids sur terre, il n'y a pas. Mais c'est important ce que l'Égypte fait, parce que c'est la responsabilité, et d'ailleurs le président fait ça par excellence, et c'est de toujours rappeler le monde entier que cette crise existe toujours. Je pense que M. Netanyahou veut dormir et se réveiller en trouvant un monde qui ne se rappelle plus de Palestine. Mais c'est notre responsabilité de rappeler tout le monde qu'il y a une crise très sérieuse et que personne ne doit l'oublier une seconde. Et qu'on doit trouver une solution pour mettre fin à ces atrocités qui sont complètement sans précédent de la part d'Israël, certainement. Et je pense que nous avons jusqu'à présent réussi par excellence à créer un point de vue presque, comme vous l'avez dit, le monde entier, à l'exception de peut-être un ou deux pays, notamment l'Amérique et Israël certainement, qui maintenant croient et sont convaincus à 100% que le peuple palestinien ne déserve pas ce qui arrive et que sur le plan non seulement humanitaire, parce que certainement humanitaire c'est encore une crise assez sérieuse, mais sur le plan politique, ça existe. Voilà, il y a maintenant des efforts pour que l'État palestinien joigne complètement les Nations Unies. Voilà, un pas pour, disons, respecter la souveraineté de Palestine et pour envoyer un message au monde entier que ça c'est un pays membre dans les Nations Unies qui existe et qui a des droits. Espérons que ça arrive et que donc le Royaume-Uni, la France, les autres pays qui ont vu que sur le terrain, la vie des Palestiniens sont devenues plus qu'infernales, plus que catastrophiques. On trouve que des scènes qui ont montré des Palestiniens innocents, affamés, qui cherchent quelque chose à manger, mais qui sont chassés directement, au vu au-dessus de tout le monde, par les balles de l'occupation israélienne. Absolument. Ouais. On a beau sympathiser, on a beau avoir pitié, ce sont des sentiments très nobles, mais à la fin du compte, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est un vrai poids qui peut influencer la décision israélienne pour arrêter ce qui arrive. Je pense que l'Union européenne ne peut pas. Ouais. L'Union européenne ne peut pas, mais comment les Israéliens raisonnent actuellement? Est-ce que les Israéliens veulent faire de paix avec les différents pays arabes, avec cette logique de force? Et vous avez mentionné une phrase très importante il y a quelques instants, c'est le fait accompli.
La politique israélienne est basée sur le fait accompli. C'est-à-dire, on fait une guerre, on se bagarre ici et là, mais on se réconcilie à la fin du compte, et c'est le fait accompli qui règne. On a vu ça depuis 70 ans, ça continue. Alors, pas de souci. Maintenant, vous êtes fâché de moi, ben bon, après-demain, nous allons nous réconcilier, je vais vous donner un petit cadeau, et nous serons amis encore une fois. C'est exactement ce que Israël a toujours fait et continue à faire. Ouais. Il essaye de créer un fait accompli, une situation sur Terre. Si ça marche, bon. Si ça ne marche pas, donc on se réconcilie. Et peut-être dans quelques années, on va répéter cet exercice et on va essayer. Mais Israël ne laisse pas aux Palestiniens qu'une seule option. C'est la résistance. Absolument. Ce n'est pas à comparer. Quand on compare dans un combat, dans une guerre, quand on joue à la lutte ou n'importe quel sport, il y a toujours des poids. Un monsieur qui pèse 200 kilos ne joue pas un match de boxe avec un monsieur qui pèse 70 kilos, bien que celui-là est le champion du monde et l'autre est le champion du monde. Alors il doit y avoir une espèce de proportionnalité. Exactement. Alors c'est ce qui arrive exactement. Il n'y a pas à comparer. Mais en principe, j'espère que l'Amérique... Notre cher invité, M. Raouf Ghafar, merci beaucoup pour être avec nous au studio de NATV International pendant cette édition. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, à vous également pour votre attention. Et avant de clôturer cette édition, je dois vous proposer ce reportage sur les activités qui ont été déployées par le président Abdel Fattah al-Sisi durant les derniers jours. Donc, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.